J'en arrive bientôt aux toutes dernières dispositions de ce programme. Le point numéro 18, c'est redonner toute la priorité à nos liens avec le monde francophone. La priorité à la francophonie, ça veut dire proposer à nos partenaires la création d'un parlement de la francophonie. Parce que pourquoi a-t-on un parlement européen avec des pays avec qui nous n'avons pas grand-chose à faire, comme l'Estonie, la Lettonie, la Slovaquie, qui d'ailleurs fait double emploi, je me permets d'insister, sur une autre structure qui s'appelle le Conseil de l'Europe, dans laquelle nous resterons, et qui a aussi son parlement à Strasbourg. Donc nous resterons membres du Conseil de l'Europe, comme sont membres du Conseil de l'Europe la Russie, l'Ukraine. C'est donc une institution qui est une espèce d'ONU régionale. Hein. Ne croyez pas du tout que si nous sortons de l'Union européenne, nous allons couper les ponts avec tous les pays d'Europe. Ça fait partie du lavage de cerveau dont vous êtes victime. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'il y a actuellement 715 traités bilatéraux qui lient la France à l'Allemagne, le plus ancien remontant au mois d'avril 1875. Nous avons des centaines de traités qui nous lient à la Belgique, à l'Angleterre, à l'Italie, mais aussi au Brésil, à la Russie, au Japon. Nous n'avons que ça. J'insiste là-dessus. Vous savez que la France a 246 ambassades, consulats et représentations diplomatiques à l'étranger, dont 2 sont à Bruxelles, enfin 3 à Bruxelles, 4 à Bruxelles. Il y a celle auprès du Royaume de Belgique, l'autre auprès de l'Union européenne, représentation de la France auprès de l'Union européenne, un autre représentation de la France auprès de la politique étrangère de sécurité et de défense, et enfin représentation de la France auprès de l'OTAN. Si l'on applique mon programme, on fermera les 3 derniers. Représentation auprès de l'Union européenne, auprès de la politique européenne de sécurité et de défense et auprès de l'OTAN. Et nous garderons donc sur les 246 représentations diplomatiques françaises à l'étranger, dont 146 ambassades, 18 représentations diplomatiques et le reste ce sont des consulats, nous en garderons donc 243. Ça veut dire que nous diminuerons de 1,2% notre réseau. Ça veut dire au passage que nous garderons le 2e réseau diplomatique du monde en étendue. Donc ne croyez jamais les gens qui vous disent si nous sortons de l'Europe on va être isolés, mais non. Qui dit ça si ce n'est que la propagande? La Suisse qui n'est pas dans l'Union européenne, la Norvège qui n'est pas dans l'Union européenne, en quoi sont-elles isolées? Pas du tout. D'ailleurs, elles sont d'autant moins, elles ne sont pas non plus pauvres, puisque selon le programme des Nations Unies pour le développement, dans l'indice IDH, l'indice de développement humain, ce sont les 2 pays du monde où on se porte le mieux, où la vie est la plus confortable. J'ajoute aussi que si nous sortons de l'Union européenne, ça ne fera rien, changer en rien notre présence dans Airbus, puisque Airbus n'a rien à voir avec l'Europe. Hein. C'est une coopération internationale. Dans l'Airbus A380, il y a la part américaine est de 35% quand c'est motorisé Pratt & Whitney. Hein. Donc, si nous sortons de l'Union européenne, nous serons toujours un acteur d'Airbus. Je signale que dans Airbus, 14 des 27 pays membres de Airbus, 14 des 27 pays membres de l'Union européenne ne mettent pas un clou, un rivet dans Airbus. Alors que dans Airbus, vous avez 10 entreprises japonaises, vous avez des entreprises malaisiennes, canadiennes, mexicaines, américaines, russes, etc. Australiennes, hein, sud-coréennes. De la même façon, la fusée Ariane comporte la Norvège, la Suisse ou le Canada, et il y a beaucoup, la plupart des pays de l'Union européenne ne sont pas dans la fusée Ariane, notamment les pays de l'Est nouvellement entrés. Je signale aussi pour les âmes sensibles que lorsque les gens vous disent « mais si nous quittons l'Union européenne, qu'est-ce qui va se passer en matière de recherche ?» Mais non, je signale par exemple que Renault a racheté le japonais Nissan pour mieux lutter contre l'allemand Volkswagen. Ou à quoi sert l'Europe dans ce cas-là? Thomson s'est fait racheter par le chinois TCL pour mieux lutter contre Siemens. Il ne peut pas y avoir de recherche en matière de téléviseurs à plasma européen, puisque les ingénieurs de chez Thomson vont travailler avec des Chinois. Ils ne vont pas partager leurs travaux avec des ingénieurs allemands de chez Siemens qui sont leurs concurrents. Hein, vous comprenez bien. Donc que le monde d'aujourd'hui, le jeu des alliances capitalistiques des entreprises se joue complètement du périmètre de l'Union européenne. Hein. Et lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, Renault possédera toujours Nissan, Air France possédera toujours KLM, Michelin possédera toujours l'américain Goodrich. Il n'y aura rien de changé à tout cela. Ça veut dire que la France sera toujours dans une intrication complète au niveau mondial. Donc sortez-vous de l'idée, de l'esprit
ce matraquage que vous met en tête la propagande, qui veut vous faire peur, qui veut vous faire croire que sortir de l'Union européenne, ça serait fermer les ponts, se couper, se claquemurer chez soi, c'est un mensonge éhonté, c'est le contraire même qui est vrai, puisque justement, à partir du moment où nous serons sortis de l'Union européenne, nous aurons des liens beaucoup plus étroits, beaucoup plus denses, avec tous ces pays du monde qui regrettent de nous voir nous enfermer dans cet univers de monde blanc. Donc nous proposerons, là en l'espèce, la création d'un partenaire dans la francophonie, d'un parlement de la francophonie, et où le proposerons-nous? Eh bien, nous proposerons tout simplement de l'installer dans les bâtiments laissés vacants par l'UNESCO, puisque nous aurons transféré l'UNESCO à Strasbourg. Nous aurons un parlement de taille beaucoup plus modeste, qui sera tout à fait à la taille des pays francophones, et nous pourrons donc avoir un parlement permanent de la francophonie qui permettra d'entretenir un lien politique permanent avec les États d'Afrique, avec le Québec, le Canada, la Suisse, la Belgique, avec le Vietnam, avec tous ces pays, avec l'Algérie, avec le Maroc, la Tunisie, tous ces pays qui font que la France et la langue française ont un rayonnement mondial. Ça permettra de donner corps à une véritable communauté francophone. Ça permettra également de contrecarrer la théorie racialiste et guerrière du choc des civilisations, puisque la construction européenne, c'est en fait le monde blanc qui se renferme sur lui-même. C'est une vision d'apartheid planétaire, c'est une vision d'inspiration anglo-saxonne. Et puis ça permettra également l'élaboration de positions communes de la francophonie sur tous les grands sujets planétaires, par exemple sur la réforme du système financier international, sur la réforme de l'Organisation mondiale du commerce, sur les problèmes environnementaux, sur la paix dans le monde. Il y a une vision francophone à développer, et nous avons beaucoup plus d'intérêt à nous lier à des pays qui parlent la même langue plutôt qu'avec des pays comme certains d'Europe de l'Est avec qui nous n'avons ni langue, ni histoire, ni intérêt commun, ni même de liens affectifs ou de liens familiaux. Je précise quand même qu'il y a en France, je sais que d'après le consulat de Finlande, il y a 800 Finlandais qui vivent en France, qui sont enregistrés au consulat de Finlande. À Paris, il doit y avoir quelques dizaines d'Estoniens ou de Lettons, alors que nous avons des millions de personnes originaires des 3 pays du Maghreb et des millions de nos compatriotes qui sont originaires de ces pays. Voilà. Donc ça veut dire également réorienter une partie de notre aide qui va actuellement vers l'Union européenne en une aide vers les pays de la francophonie. Ces fonds proviendront pour partie des économies considérables réalisées du fait de notre retrait de l'UE. Nous développerons un système d'échange d'étudiants très important de type Erasmus avec tous les pays de la francophonie, ce qui ne veut pas dire bien entendu que nous interromprons les échanges d'étudiants avec les pays européens, bien entendu. Mais nous avons également tout intérêt à développer des échanges avec les pays de la francophonie, avec par exemple le Canada ou avec le Vietnam. Il faut sensibiliser le peuple français à son appartenance à une sphère d'influence mondiale ayant le français en partage. Vous savez, c'est très important dans le monde. Et vous savez que c'est justement un des objectifs stratégiques des anglo-saxons que d'essayer de détruire cette communauté de langues. D'ailleurs, il n'y a pas que la France qui en entretient. Le Portugal a développé la lusophonie avec le Brésil, l'Angola, le Mozambique. L'Espagne a développé l'hispanophonie avec tous les pays de l'Amérique latine. Donc nous avons vraiment des intérêts à défendre en la matière, avec également derrière un intérêt en matière d'accès à des matières premières. J'en profite pour dire que nous devons rassurer et miser sur l'outre-mer français, adopter une grande politique de redynamisation de l'outre-mer, augmenter la présence de l'outre-mer français dans les grands médias nationaux. C'est absolument fascinant de voir à quel point, en France métropolitaine, on ne parle jamais ici, c'est Bora Bora en Polynésie, les îles Marquises en Polynésie, l'île des Pins en Nouvelle-Calédonie. On parle un petit peu des départements d'outre-mer, quant au territoire, on n'en parle jamais. Nous devons développer et subventionner les dessertes aériennes pour continuer à baisser le coût des transports. Nous devons développer un programme d'échange scolaire entre métropole et outre-mer pour apprendre à tous les jeunes Français à partager un destin commun. Lorsque les jeunes Français seront allés à l'île de la Réunion, ou seront allés à la Martinique, ou seront allés passer un semestre d'études en Nouvelle-Calédonie, ils découvriront que la France n'est pas ce petit pays merdique que l'on veut nous faire croire constamment dans les médias.
Et puis, nous devons développer des activités productives sur place. Et nous devons promouvoir nationalement ce que j'appelle le beau modèle réunionnais. J'ai eu la chance de vivre plusieurs mois d'affilée à l'île de la Réunion, un modèle où les Français de toutes les ethnies et de toutes les religions ont bâti une société ouverte et tolérante qui communie dans les grandes valeurs de la République. Le 19e point, c'est des référendums sur des sujets clés qui méritent un large débat national. Alors là, pour le coup, je me sépare du Conseil national de la résistance, mais j'arrive à la fin de cette présentation. Eh bien, je considère qu'il y a 3 grands débats dont je n'ai pas voulu parler précisément, mais qui sont des sujets très importants et qui doivent faire l'objet d'un débat à la loyale. J'ai déjà employé ce terme. C'est quoi? C'est le recours au référendum. Si je suis élu, je ferai procéder à 3 grands débats nationaux donnant ensuite lieu à 3 référendums au cours du quinquennat. Le premier, c'est un débat sur la politique énergétique de la France. Parce que nous avons des adhérents et je rencontre des Français qui me demandent ce que je pense de l'électricité nucléaire. Il se trouve que c'est un sujet que je connais un peu, pas très bien, mais assez bien, mais pas très très bien. Je ne suis pas du tout un expert. Et plus j'ai lu de choses sur ces questions, et plus je me suis rendu compte que c'est un sujet très compliqué. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des avantages considérables à posséder un parc nucléaire d'énergie. Mais nous avons aussi des risques tout aussi considérables. Voilà. Et qu'il est très difficile, il est même impossible de sortir de l'industrie de l'énergie nucléaire immédiatement. Même EELV ne le propose pas. Je sais aussi qu'il y a à tenir compte, dans l'ensemble du problème, des conditions d'autonomie énergétique, de coûts de production de l'énergie, de la maintien d'une filière industrielle de toute première importance pour la France, qui est la filière électronucléaire. Je sais qu'il faut tenir compte aussi de l'évolution très intéressante de ce qui se passe des énergies alternatives, notamment l'abaissement du coût prodigieux de l'énergie, notamment solaire. Il n'est pas exclu qu'à la fin de la décennie, l'énergie solaire soit plus compétitive que l'énergie nucléaire. Donc tout ceci, ce sont des débats très graves, très importants, mouvants. Et puis bien entendu, je n'ignore pas les risques colossaux qui se produisent lorsqu'il y a un désastre nucléaire. Pour ça, jusqu'à Tchernobyl, on pensait que c'était du domaine de l'hypothèse, et on sait maintenant que ça peut arriver. Donc ça, c'est un débat qui doit avoir lieu à la loyale, et il faut demander l'avis des Français. Après un débat loyal où on aura mis sur le tapis tous les tenants et les aboutissants de cette question. Le deuxième sujet, c'est l'immigration, sur lequel je souhaiterais qu'il y ait la même chose. Parce que comme le nucléaire, la question de l'immigration est un sujet très compliqué, voilà, qui pose des problèmes de stabilité de la société française dans un certain nombre de cas. Tout le monde le sait, c'est un truc qui travaille, qui ronge la vie d'un certain nombre de Français, qui favorise l'expression de, comment dirais-je, de partis politiques extrémistes. Donc il ne faut pas nier certains problèmes qui sont créés. Et puis aussi, il ne faut pas nier non plus la situation des pays de départ. Il ne faut pas nier les drames humains qu'il y a derrière ces questions d'immigration. Donc là aussi, je crois que c'est un grand débat national qui doit avoir lieu pour essayer d'un petit peu de vider l'abcès des choses. Et notamment de se poser la question de l'insertion, j'aurais presque tendance à dire, mais je sais que le mot n'est pas bien accepté maintenant, de l'assimilation des Français d'origine étrangère. Je me flatte, c'est une des grandes fiertés que j'ai, c'est que dans le mouvement politique que j'ai créé, il y a beaucoup d'adhérents qui sont des jeunes Français d'origine immigrée, de 2e ou 3e génération, et qui me disent « Monsieur, jamais on ne nous avait parlé de la France comme vous nous en parlez ». Et ça, c'est très important à comprendre que l'une des clés de résolution de ce problème, c'est déjà de redonner à tous les Français, les jeunes Français, que ce soit des Français de souche, comme on dit, ou des Français d'origine récente, de leur redonner à tous confiance dans leur propre pays et fierté dans leur propre pays. On n'a jamais vu de redresser un pays qui se fonde sur le dénigrement systématique et le mépris systématique de la France, parce que mépriser la France, dénigrer la France, c'est se mépriser soi-même. La France, c'est nous, hein. Et puis le troisième grand débat, c'est sur la dette publique, où je considère que nous devons avoir un débat approfondi sur cette question, à la loyale, et où l'on s'interroge sur les raisons, les origines de la dette,
et qu'on examine notamment la question de savoir ce que l'on en fait. Est-ce que le concept de dette odieuse peut ou non s'appliquer? Quelle est la légitimité de ces montants pharaoniques de centaines et de centaines de milliards d'euros qui nous sont tombés dessus sans que les Français n'aient jamais rien demandé? Donc il faut avoir un débat aussi là-dessus, et c'est un débat peut-être encore plus important que les deux précédents, parce que ce qui se cache derrière, je le disais tout à l'heure, c'est qu'on risque de nous siphonner tout notre patrimoine national.